Face aux défis climatiques croissants et à la nécessité de promouvoir une gestion durable des ressources forestières, le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la nouvelle économie du climat a organisé mercredi 8 octobre 2025 un atelier national dans la salle Sacré-Cœur à Kinshasa. La rencontre portait sur l'intégration du bois énergie dans la politique forestière nationale dans le contexte de la nouvelle économie du climat. Cet atelier avait pour objectif de favoriser un cadre d'échange et de réflexion entre différents acteurs autour des enjeux et opportunités liés au bois énergie en lien avec la mise en œuvre de la politique forestière nationale. Des représentants des institutions publiques, du secteur privé, de la société civile ainsi que de partenaires techniques et financiers ont pris part aux discussions. Le coup d'envoi a été donné par M. Benjamin Bamoninga, secrétaire général en environnement et au développement durable. Parce que nous voulons avoir l'apport de bois énergie dans la politique forestière. Il y a des gens qui se sont présentés, qui sont des task force pour cette politique forestière. Et je pense que tout le monde ici est concerné. Mais ce qui est vrai, quand nous avions commencé à parler des processus réels, un moteur de la déforestation, c'était le bois énergie. Parmi les moteurs de déforestation. Reconnaissant le rôle central du bois énergie dans la déforestation, la ministre déléguée à la nouvelle économie du climat a lors de son discours d'ouverture exprimé son engagement à accompagner la mise en œuvre de recommandations issues de ces assises. C'est pour moi un grand honneur de prendre la parole à l'ouverture de la conférence nationale sur l'intégration du bois énergie dans la politique forestière nationale qui est organisée dans les contextes décisifs de la nouvelle économie du climat. Je salue la présence de nos partenaires techniques et financiers, des représentants des provinces, des universités, du secteur privé, des organisations de la société civile, ainsi que des communautés locales, dont la participation active traduit une volonté collective de transformer durablement la filière bois-énergie. Mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo détient un patrimoine forestier inestimable, véritable puits de carbone planétaire et moteur de développement durable pour nos populations. Cependant, notre modèle énergétique reste encore largement tributaire de bois et de charbon de bois qui représentent plus de 80% de la consommation énergétique domestique. Je vous invite donc à participer activement à ces travaux, à partager vos expériences et à formuler des propositions concrètes pour accélérer la mise en œuvre de la nouvelle économie du climat dans les secteurs énergétiques congolais. Pour clore mon propos, le temps n'est plus à la réflexion isolée, mais à l'action coordonnée. Nous devons être au rendez-vous de la nouvelle économie du climat en traduisant nos engagements, en réalisant nos actions sur terrain. La biomasse énergie, dans toutes ses composantes, bois, briquettes, biogaz, charbon vert, représente un levier stratégique pour atteindre nos objectifs climatiques, renforcer notre sécurité énergétique et stimuler une croissance verte et inclusive. C'est dans cet état d'esprit d'innovation, de responsabilité et d'esprit d'équipe que j'entends de vous des recommandations fortes sur l'intégration bois-énergie dans la politique forestière nationale à l'ère de la nouvelle économie du climat. Ainsi, je déclare ouvert les travaux de cet atelier. Je vous remercie. Animé par Maître Félili Kalako, la session a vu défiler plusieurs intervenants. Chacun a souligné l'importance d'intégrer pleinement la question du bois-énergie dans la politique forestière nationale et la nécessité d'une implication accrue des autorités administratives pour lutter efficacement contre la déforestation. Le professeur Ngué a apporté des éclaircissements sur la politique forestière nationale et les différentes étapes de son élaboration. Des indicateurs économiques, vous allez prendre compte que les secteurs forêts ne contribuent même pas à plus de 1% dans le PIB de la RDC. Vraiment, je vous dis, c'est une honte pour notre pays. Et voilà l'objet de mon acharnement. Dans le concret, si je peux vous dire vrai, et que toutes les autorités, sans exception, sont passées au ministère de l'Environnement, jusque-là, ont échoué. C'est ça le fait. Pourquoi je vais vous le dire? Tout simplement parce que pour évaluer la performance d'une gouvernance, c'est à partir des indicateurs. Mais aujourd'hui, tous les indicateurs du ministère de l'Environnement, sans exception, sont au rouge. Si je ne prends que la déforestation,
Aujourd'hui, nous sommes à combien d'hectares? À 1 million d'hectares, j'avais vu quelque part, à 1 million d'hectares par an. C'est une honte. Je viens de l'Oja, c'est grave la déforestation de la manière dont il y a. Maintenant, comment faire pour résoudre ces problèmes? L'État doit intervenir. Et l'ensemble des interventions de l'État, c'est ça qu'on appelle politique forestière. Et ces interventions de l'État doivent être cohérentes. Ce n'est pas des interventions où 2 ou 3 individus ou 4 ou 5 vont se réunir, ils se permettent à écrire des phrases. Ça ne se passe pas de cette manière. Voilà pourquoi je vais intervenir pour vous expliquer comment ça se passe et qu'est-ce qu'on peut faire pour intégrer la question du bois énergie réellement dans la politique forestière. Parce que la RDC en souffre. Et vous savez vous-même, la RDC a la politique agricole. Et vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, ça fait 3 ans, cette politique-là n'a jamais produit des effets. Pourquoi la RDC a la politique, mais les choses ne marchent pas? Je prends la politique de la recherche, ça fait 5 ans. La politique de la recherche n'a jamais donné de résultats escomptés. C'est tout simplement parce que ce sont des documents qu'on écrit pour le plaisir d'écrire. Ça, je sais pourquoi je vous l'ai dit. Ce sont des documents qui ne répondent pas aux normes. Je rentre maintenant dans la politique forestière parce que j'ai défini. La première des choses dans la politique forestière, lorsque vous voulez l'élaborer, permettez-moi d'être un peu direct, la première des choses, il faut recruter des personnes qui ont réellement l'expertise d'élaborer des politiques. Moi, je suis agronome. Ce n'est pas parce que je suis docteur en biotechnique, je peux prétendre élaborer la politique liée au secteur agricole. Non, les politiques s'élaborent par des experts en matière de stratégie. Comme je parlais de la politique forestière, je vais maintenant vous définir les objectifs. Les objectifs d'une politique agricole ou forestière, on vous dira que ce sont des objectifs généralement en fait, qui doit suivre bien atteindre des volets économiques, donc durables, économiques, sociales et écologiques ou environnementales. Je vous dis encore vrai. Ça, je vous dis vrai, je vous jure. Si vous posez la question à certaines personnes, si on dit que la politique forestière, le cas de la politique forestière, doit contribuer sur les plans, doit atteindre des objectifs économiques, dans les concrets, ça veut dire quoi? Et rassurez-vous que 90% des gens n'auront même pas la réponse à donner. Mais comment voulez-vous qu'une politique forestière puisse développer les secteurs économiques alors que vous ne savez même pas par quel mécanisme cette politique forestière doit agir sur le plan économique? En bref, sur le plan économique, une politique forestière doit être capable de générer la valeur ajoutée. C'est ça en fait, en un mot. Il faut que la politique, lorsqu'on écrit une politique, on doit montrer comment toutes les actions qu'on va prendre doivent contribuer à augmenter la valeur ajoutée. Qu'est-ce que veut dire valeur ajoutée? Veut dire augmenter la production. Donc, lorsque vous regardez une politique écrite, il faut vous poser la question, est-ce que cette politique ici va contribuer à améliorer la valeur ajoutée? Sinon, cette politique n'atteindra pas les objectifs économiques. Sur le plan social, on peut parler de la création d'emplois, on peut parler de la satisfaction de certains besoins élémentaires ou besoins fondamentaux de l'homme. Est-ce que cette politique va contribuer à cela? Et sur le plan écologique ou environnemental, il faut démontrer aux gens est-ce que cette politique ici est capable de diminuer la déforestation? Parce que la tendance maintenant est toujours à l'augmentation. Est-ce que cette politique est capable de diminuer la déforestation? Est-ce que cette politique est capable de diminuer les émissions de gaz à effet de serre? Et ça, je vous le garantis que la plupart des politiques, même agricoles, même des recherches, même des forêts, nous avons déjà une politique des forêts de la FAO, si vous la lisez, vous allez vous rendre compte que ce sont des politiques où c'est difficile de démontrer que cette politique peut contribuer à la relance économique. Parce que c'est ça le problème. Ça va contribuer sur le plan de l'équité au poids social et puis sur les plans De son côté, le professeur Kayembe, président de Altibank, a proposé l'adoption massive de foyers améliorés comme solution concrète pour réduire la pression sur les forêts. Ça permet de faire une production durable. Donc nous travaillons dans le bassin d'approvisionnement, ici qui est dans le bassin de consommation. Dans le bassin de consommation, nous visons les foyers améliorés et dans le bassin d'approvisionnement, nous sommes en train de travailler sur la diffusion de mails améliorés pour organiser une production durable. Sans financement, comment on va intervenir? Voilà notre schéma de recherche. Nous sommes partis de ce petit schéma qui part depuis 2008
Aujourd'hui, nous sommes en 2027. On a compris qu'il y a 4 catégories. Donc, il y a ceux qui ont des idées, mais non, ceux qui ont la compétence, mais n'ont pas les idées pour créer leur entreprise. Ceux qui ont les idées n'ont pas de moyens pour employer les gens leurs idées. Ceux qui ont les moyens n'ont pas la compétence pour la gestion de leurs moyens. Et ceux qui ont du temps n'ont pas la prévision. C'est les 4 personnes que nous avons mis ensemble pour que celui qui a l'idée tombe, celui qui a la compétence vient accompagner cette idée, transforme en projet, et celui qui a les moyens met les moyens à la solution. Et celui qui a le temps de travail, on a un bien, on le commercialise. Et vous voyez, le a été pour nous notre cobaye, parce que c'est sur ça que nous travaillons pour arriver à l'introduire. En 2010, nous nous sommes rendus compte que cela était toute une stratégie d'autofinancement. On était resté avec cette politique de main tendue. Et en 2012, nous avons développé une philosophie que nous avons appelée banque de temps. Et avec cette banque de temps, en disant j'ai le temps, c'est de l'argent, or l'argent est déposé à la banque, donc le temps peut être aussi déposé dans une banque. Vous pouvez déposer votre temps et venir récupérer les espèces. Les contraintes nous ont poussé à mettre sur pied un outil électronique d'innovation financière dénommé BI. Et c'est là où nous sommes en train de vouloir mettre sur pied un système que nous appelons le CEPAT. La personne qui a planté l'arbre, la personne qui a codé failli améliorer, qui a gagné son actif du monde réel, peut accéder aux biens et services. Et c'est là où nous sommes en train de travailler présentement. Donc, la solution que nous avons mis sur pied, qui va nous permettre à conserver nos forêts, c'est cet outil que nous appelons le BI, le bon du travail. C'est un outil électronique d'innovation financière qui explique un travail fourni, fini en quantité et en qualité, donnant le lieu de service dans le système ACT. Donc, avec cet outil, nous avons pu introduire aujourd'hui plus de 120 000 foyers améliorés dans les différents ménages. Nous avons eu une idée. On nous a informés parce que là, quand je parlais depuis 2010, c'est vrai que j'ai aujourd'hui, le ministère des Sciences Scientifiques reconnaît cet outil à travers un certificat d'enregistrement. Mais on n'a pas ouvert les portes. Je dois être sincère. Je pense que chaque ministère a reçu ma lettre. Mais on m'a parlé qu'au niveau de Turquie, il y a 2 personnes qui sont en train d'utiliser un système similaire. Donc, ils construisent des maisons et ils vendent le parti de maisons. Et les gens gagnent sur ces maisons. Je me suis dit que c'était intéressant. On m'a parlé qu'ils sont en train d'organiser une conférence au niveau d'Abu Dhabi. J'ai été obligé de payer des bons billets pour aller rencontrer ces personnes. C'est là où j'étais, je viens de là. J'ai fêté mon anniversaire là-bas, donc le 19, le 20, le 21. Et ces personnes sont là en train de faire ces travaux. Et aujourd'hui, le concept qui devait être le premier par le Congolais, si nous devions le valoriser, aujourd'hui c'est en train d'être poussé à la une aujourd'hui du monde. Dans ce que nous appelons les actifs du monde réel. C'est là où j'ai voulu vous partager, pour dire que ce n'est pas des rites, parce que les gens pensent que c'est de la philosophie. Aujourd'hui, c'est une réalité qui est en train de se déployer dans le monde. On parle aujourd'hui des actifs du monde réel, auxquels les gens doivent souscrire, et ça devient monétisable. On peut monétiser les arbres, on peut monétiser les bâtiments, on peut monétiser les déchets, on peut monétiser toutes nos richesses et arriver à lever les fonds sur le plan international. Voilà ce qui se passe. Aujourd'hui, juste avec un appartement de $1 million, en été, top à morceaux, on peut lever plus de 36 millions $. Les bâtiments qui poussent au niveau de Dubaï ne sont pas conçus avec l'argent des Arabes seulement. On mobilise l'argent partout. Est-ce nous ne pouvons pas baser sur la même technologie pour faire pousser les arbres chez nous? Nous ne pouvons pas baser sur la même parce que nous en avons déjà. On ne peut pas baser sur la même technologie pour introduire les foyers améliorés dans chaque maison. C'est ça la question que nous nous posons et que nous voulons vraiment que nous puissions comprendre. Le monde est en train de migrer très vite et l'économie de demain, c'est basé sur l'économie d'immobilisation. Et les arbres, c'est un mobilier par excellence que nous avons. L'organisation APACOL, à travers son coordinateur, a présenté son expérience sur le terrain dans la province du Sankuru dans la lutte contre la déforestation et la criminalité faunique. Elle a plaidé pour un meilleur appui des autorités administratives, estimant que la politique nationale reste trop centralisée. Il y a un problème sérieux de déforestation et nous voulons justement parler de cela. C'est une situation très complexe au Sankuru. Peut-être en passant, je peux vous dire que le garçon, il est mort en plein vol d'avion en provenance d'Éthiopie, Addis Abeba. Il est mort dans un avion Ethiopian Airlines. Et le dossier est encore aujourd'hui comme ça, sans issue. Quelle stratégie je vais aller au fond?
au problème, quelle stratégie de lutte contre la déforestation et la criminalité phonique dans la province du Sankoro. Le Sankoro est une province à problème. C'est une nouvelle province enclavée. Et nous avons pu constater qu'il y a un problème très sérieux, comme un peu partout dans le pays. Mais je vais plutôt parler des initiatives locales pour cette lutte contre la déforestation. La première chose, c'est qu'on est passé par un diagnostic pour savoir qu'est-ce qui ne va pas au juste. La déforestation marche avec criminalité phonique. Plus les forêts disparaissent, plus la criminalité phonique augmente. Et en plus, on ne voit plus des animaux, des espèces protégées. Alors on a commencé d'abord par une sensibilisation contre la criminalité phonique et montrer le bien fondé de reboisement en parlant de la déforestation. Les populations sont très attentives à cette réalité des faits. On a même pu passer par des arrestations des braconniers, vous le voyez là, qui vendent des sacs et des sacs des espèces protégées. Malgré cela, il y a quand même une difficulté. Les populations recherchent plus les forêts pour travailler, alors que nous avons autant de savanes. Et nous sommes passés par une sensibilisation, vous voyez là, pour essayer de s'aimer dans des savanes, avec des champs-écoles. Et les populations ont vu que réellement, même en savane, on peut produire pour notre économie. Et quand aussi les animaux fuient les forêts, ne peuvent pas être plus près de chez nous au Sankoro, vous pourriez être dans un village comme ça et vous voyez des singes derrière les maisons. Mais aujourd'hui, ce n'était plus possible parce que des gens ont commencé à les abattre sans tenir compte de la politique du pays contre la criminalité phonique. Vous voyez là, ce que Apakola fait, c'est essayer de mener une politique de saisie des espèces protégées. On a commencé par protéger des perroquets et là, au Sankoro, on a pu travailler avec les amis de Lukuru, le projet P3CK, où on a une volière au Sankoro pour essayer, au lieu de prendre les perroquets et les envoyer à Kindu pour le relâchement, on a pu avoir une occasion, dans le cadre de la PACOL même, une volière où on devra ici là relâcher quelques perroquets qui sont déjà retenus. Nous avons vécu une situation terrible. Il y a eu dans un village, une maman est allée en forêt et cette maman a laissé son enfant juste en train de dormir comme ça, il était en train de s'aimer. Les enfants commençaient à pleurer, maman, maman, maman. Et qu'est-ce qu'il y a eu? C'était un bonobo. Et les gens ont accouru et ils ont tué ce bonobo. Ils ont abattu ce bonobo. Vraiment, c'était terrible et ça nous a si choqués. Mais comment faire réellement pour essayer de maintenir que nos forêts reviennent? Pour sa part, la société civile a insisté sur l'importance d'impliquer toutes les parties prenantes, y compris le peuple autochtone. Madame Dorothée Lisenga, coordonnatrice de la coalition des femmes leaders pour l'environnement et le développement durable, a notamment mis en avant la dimension genre en soulignant le rôle et les responsabilités respectives des hommes et des femmes dans la protection des forêts. Nous sommes dans une gambit où vous êtes en train de préparer et où chaque enfant réclame sa part. Et c'est maintenant parce qu'on est en train de préparer. Quand vous ne réclamez pas, quand on est en train de préparer, et si vous êtes dans une famille nombreuse, il suffit seulement de vous déplacer, mais pour qu'on vous donne les serments, ce qui se trouve au fond de la casserole. C'est le moment maintenant pour que les parties prenantes puissent se réunir. Et c'est la question du genre et la question du peuple autochtone. Je suis très flattée par les documents parce que sur les tableaux indicatifs, on a mis les gens et les peuples autochtones. Mais cela ne suffit pas. C'est pourquoi nous sommes en train d'écrire l'accès pour que quand nous aurons la politique, il ne fallait pas que nous revenions en arrière, comme on dit en littérature, en annexe au progrès. Et nous partons en avant, nous revenons en arrière. C'est-à-dire quand nous avons préparé les documents et que ça crée un produit fini, ça nous demandera de nous mettre ensemble pour aller encore ajouter
acheter des inputs quoi, c'est le moment. Et j'invite aussi les autres parties prenantes parce que moi je vais réclamer au nom du genre, je vais réclamer au nom des peuples autochtones et que les secteurs privés et les autres, je ne les invite pas à votre place, mais je les exhorte aussi de venir faire la réclamation maintenant au moment où tout le monde vient être dans la casserole. Moi, je parlais du genre, j'ajoute les peuples autochtones et intégration du bois et des nouvelles politiques forestières et économiques du climat. Alors, lorsque je parle du genre ici, les femmes, il ne faut pas gesticuler sur vos chaises. Les gens ne peuvent pas être ce que vous avez célébré dans les années dernières pour la journée de la femme. On dit qu'on parle de femme. Non, genre égal comme les femmes. Et j'en souris. Et pourquoi j'en souris quand nous sommes en train de construire la politique? C'est pour que nous puissions tenir compte de toutes les parties prenantes. Concernant l'utilisation du bois énergie, nous prenons ici les questions de responsabilité. Et à ce moment-là, nous allons aussi évoquer les questions qui concernent les moteurs de la déforestation. Genre, ce sont les hommes qui abattent, par exemple, les forêts chez nous, qui brûlent, et les femmes viennent pour cultiver. Même pour les bois aussi, si vous n'avez pas une femme forte, c'est l'homme qui viendra là-bas avec la hache pour dépiécer, par exemple, les troncs d'arbres, et la femme vient avec les paniers pour pouvoir amener les bois à la maison. Et c'est une question de responsabilité ici en ce qui concerne l'usage du bois énergie. Au niveau, par exemple, de l'abattage des arbres, ce sont les hommes qui abattent. Après un échange de questions et réponses, l'atelier s'est clôturé par l'adoption d'une série de propositions sur le secteur bois énergie à intégrer dans la politique forestière nationale.